L'OTAN aurait donc un plan de défense en cas d'attaque russe. Oui, absolument. Un plan secret de défense donc de plusieurs milliers de pages qui explique comment l'OTAN pourrait réagir en cas d'attaque à grande échelle de la Russie. Un plan que l'OTAN n'avait plus réalisé depuis la fin de la guerre froide en 1991, mais qui prouve que l'Alliance se prépare à une potentielle attaque russe. Nous devons nous préparer au fait qu'un conflit peut se présenter à tout moment. C'est ce que dit l'amiral Rob Bauer, un des plus hauts responsables militaires de l'OTAN, cité par nos confrères de Reuters, précisant également que la différence fondamentale entre la gestion de crise et la défense collective est la suivante. Ce n'est pas nous, mais notre adversaire qui détermine le calendrier. Autre facteur à prendre en compte, c'est le nombre de pays membres de l'OTAN. Il est passé de 16 pays membres en 1990 à 31 aujourd'hui. Et depuis février dernier, l'adhésion de la Finlande, la frontière de la Russie avec les pays membres de l'Alliance est passée de 1000 km à plus de 2500 km. Avec un point qui ne vous aura pas échappé, la frontière est bien plus étendue qu'avant lorsque l'Allemagne était au cœur des tensions diplomatiques. Et d'ailleurs, Mathieu, le déploiement de militaires a déjà commencé. Oui, une dizaine de pays où des militaires sont déployés, la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Pologne ou encore la Roumanie où des soldats français sont d'ailleurs présents. En 2022, l'OTAN a placé 300 000 soldats en état d'alerte maximale. Avant le conflit en Ukraine, en février 2022, il n'était que 40 000 en état d'alerte. Mais ce plan ne sera pas mis en œuvre immédiatement. Il faudra quelques années, même si une guerre est possible dès demain. Nous devons être capables de nous battre ce soir si nécessaire avec ce que nous avons. C'est ce que dit le lieutenant-général Hubert Cottereau, vice-chef d'état-major de la SHAPE, le commandement opérationnel de l'OTAN. L'OTAN en état d'alerte donc, qui saura désormais où, comment et quoi déployer, que ce soit en termes de munitions, mais également en termes de militaires sur le terrain de l'OTAN. Merci beaucoup Mathieu Karman pour ces explications un petit peu inquiétantes. Général Trinquant, l'heure est grave pour qu'on en soit là. Bon, écoutez, l'heure n'est pas grave. L'OTAN, rappelons-le, est une alliance défensive qui a pour but de protéger les pays de l'OTAN. Alors, vous aviez raison de le souligner, avant les années 90, il y avait plein de plans de l'OTAN. Je travaillais moi-même à l'état-major du 2e corps d'armée et faisais les plans du 2e corps d'armée dans le cadre de l'OTAN, du groupe d'armée centre. Depuis 91, la guerre froide ayant été gagnée sans qu'un seul coup de canon ait été tiré, nous pensions que, évidemment, tout le monde pensait que la guerre n'était plus possible en Europe. Donc, le président Poutine a démontré le contraire en attaquant l'Ukraine il y a 15 mois maintenant. Et donc, l'OTAN réactive sa raison d'être, c'est-à-dire de créer des plans d'opération qui permettront de défendre l'OTAN. Donc, ça ne veut pas dire que l'alerte est imminente et tout de suite, mais si tu veux la paix prépare la guerre, c'est exactement ce qu'est en train de faire l'OTAN, c'est son rôle. Et il faut se souvenir que beaucoup de pays européens avaient un petit peu oublié qu'ils avaient des armées à construire. Tout le monde a misé sur les dividendes de la paix pendant des années. Et bien maintenant, aujourd'hui, on doit réarmer et préparer ces plans. La France, dans ce cadre-là, est plutôt engagée dans le sud. Vous l'avez souligné, elle est en Roumanie. Alors, il y a des forces actuellement qui sont dans le nord. Mais dans les plans de l'OTAN, elle serait plutôt engagée dans le sud avec un corps d'armée chapeautant plusieurs divisions, dont une division française. Ça a été l'objet de l'exercice Orion qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps et qui permettait de tester un peu toutes ces procédures. Vous dites l'OTAN réactive sa raison d'être en se préparant à un scénario d'attaque de Vladimir Poutine. Ça veut dire que l'OTAN se prépare très concrètement à une généralisation du conflit en Ukraine ? Non, ça veut dire qu'il faut, pour être dissuasif, être prêt. Ça veut dire qu'il faut avoir préparé des plans. Poutine le sait très bien, il n'a aucun intérêt à affronter l'OTAN. Il sait bien que, n'arrivant déjà pas à battre l'Ukraine, avec l'OTAN, il prendrait une raclée mémorable. Toujours est-il qu'il faut, pour que ceci fonctionne, être dissuasif. Et pour être dissuasif, il faut se préparer. Et c'est ce que fait l'OTAN.
Général Trinquant, vous restez avec nous. Arlette, suis-je la seule à être un petit peu inquiète face à cette réactivation de la raison d'être de l'OTAN avec ces plans militaires secrets qui vont être mis au point, en tout cas au début du mois de juillet? Mais si on revient au sommet de l'OTAN, il y a un an, c'était déjà avancé avec cet objectif de 300 000 soldats. Donc finalement, on suit logiquement. Mais depuis un an, on ne peut pas dire que la guerre se soit arrêtée. Non. On ne peut pas dire que Poutine ait renoncé à ses menaces. Après, la vraie question, c'est toujours la même. C'est-à-dire, est-ce que Poutine pourrait commettre l'erreur d'attaquer un pays membre de l'OTAN? Personne ne le croit, parce que là, effectivement, j'aurais l'article 5 et on serait obligé de se défendre, bien entendu, et de défendre le pays attaqué. Ça veut dire qu'il y aurait une guerre évidemment mondiale. C'est ce que tout le monde craint depuis le début, notamment en cas d'utilisation d'une arme nucléaire aussi. C'est une autre version de la réplique qui serait choisie. Moi, je crois que effectivement, pour avoir la paix, on prépare la guerre. La formule reste tout à fait juste, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que les débats des sommets de l'OTAN ces dernières années, c'était la demande américaine des partenaires d'augmenter le budget de défense, de contribuer un peu plus largement. Je crois que tout le monde, finalement, et la France, bien entendu, il y a une loi de programmation militaire qui va être discutée bientôt par les députés et les élus français, a monté effectivement son niveau de défense et son budget. Général Chauvency. Je crois que oui. Le fait de préparer la guerre, comme l'a dit Dominique Trinquant, c'est pas vouloir la faire. C'est simplement dire, on se prépare à toutes les éventualités, d'une part. Et le fait de se préparer, c'est aussi un effet dissuasif, parce que ça veut dire qu'on n'attend pas que ça vienne. Quand vous voyez toute la difficulté qu'on a eue à soutenir l'Ukraine en munitions, en blindés et autres, vous devez bien vous imaginer que si on commence à parler, à se préparer, et qu'on voit déjà qu'on n'est pas préparé pour aider un allié, on a besoin de délai. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est le message politique qui va avoir des conséquences pratiques. C'est-à-dire que maintenant, on va vraiment s'y mettre, non pas pour faire la guerre, mais pour parer à toutes éventualités. Ça veut dire aussi rassurer les opinions publiques. Puisqu'en fait, quand on discute autour de nous, on voit bien qu'il y a une inquiétude, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, il y a une inquiétude, est-ce que ça ne peut pas dériver? Donc, on est là, on donne cette assurance, sachant que ça a été dit d'ailleurs par votre journaliste tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà des forces qui sont déployées, dans les États baltes, qui sont déployées, la France a déployé des forces en Pologne, il y a des forces en Roumanie, pardon, en Pologne on met des formateurs pour l'armée ukrainienne, donc on a ce déploiement. Et ce sont des gestes forts, mais effectivement, on découvre au bout de 30 ans de désorganisation des armées en Europe, qu'on n'est plus capable de faire face à une menace. Personne ne croit à la date de genre, enfin je crois que personne ne peut croire aujourd'hui que la Russie pourrait nous menacer définitivement, mais effectivement, s'il y avait l'usage d'armes qui ne sont pas prévues, ou bien simplement qu'il y a une course vers l'abîme qui incite Poutine à aller plus loin, il vaut mieux tout de suite dire stop, vous n'irez pas plus loin parce qu'on vous rentre dedans. Jérôme Poirot. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu de tel plan depuis 1991, parce que l'agressivité de la Russie, elle ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ça fait quand même un certain temps. Mais cette confrontation, elle existe déjà, elle se déroule tous les jours, notamment dans le cyberespace. Et on peut rappeler qu'au mois de juin 2021, le président Joe Biden avait vu à Genève le président Poutine et lui avait remis, on a des images, tout ça avait été rendu public, une liste de cibles cyber américaines intouchables. Et le président américain avait mis en garde le président russe en lui disant si une de ces cibles fait l'objet d'une cyberattaque de votre part, les représailles seront massives. Donc la confrontation, elle existe. Ce qui est possible, c'est que effectivement, la Russie aille un peu plus loin dans les provocations. Vous savez, il y a très fréquemment, si ce n'est tous les jours, mais toutes les semaines, des avions occidentaux, des avions de chasse occidentaux qui sont confrontés à des tentatives d'intrusion dans l'espace aérien des pays baltes, de la Pologne ou de la Roumanie, de la part de chasseurs russes. Donc, il n'y a pas de combat, évidemment, il y a des frottements, il pourrait y avoir des incidents, ça arrive, il pourrait y avoir une provocation, par exemple un avion occidental qui soit abattu, ça ne provoquerait pas une escalade, mais je pense que Vladimir Poutine veut voir jusqu'où l'OTAN et les pays de l'OTAN sont prêts à aller. Juste pour terminer, Khrouchtchev, un de ses prédécesseurs, donc le patron de l'URSS entre Staline et Brejnev dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, avait obtenu, parce qu'un officier français avait trahi, qui était en poste à l'OTAN, et Khrouchtchev avait eu entre les mains les plans de l'OTAN, les plans nucléaires d'attaque de l'URSS. Il était tombé de sa chaise, il n'en dormait plus, il s'était aperçu, et avait-il dit, mais ils sont capables de nous détruire. À l'époque, c'était autre chose, l'armée soviétique. L'armée russe, ou ce qu'il en reste, ne pèse pas grand-chose face aux armées de l'OTAN.
Général Trinquant, quelle serait, parce que depuis cette guerre en Ukraine, il y a beaucoup de lignes rouges que les Occidentaux s'étaient fixées et qui finalement ont été franchies. Quelle serait la ligne rouge pour l'OTAN pour que ces plans militaires soient mis à exécution? Alors le premier point, au-delà de, je reviendrai sur les tests qui sont faits par l'armée russe, en particulier les tests avec des avions, sur ce qui est très concrètement sur le terrain, un pouce de terrain, une frontière d'un des pays de l'OTAN franchie, c'est l'article 5 qui s'appliquerait immédiatement. Et c'est pour ça, souvenez-vous, que lorsqu'il y a eu un missile qui est tombé en Pologne, où l'Ukraine, le président Zelensky en personne, avait poussé un peu le bouchon un peu loin en disant « ça y est, l'OTAN est attaqué », les Russes étaient tout de suite intervenus en disant « absolument pas, il s'agit d'un missile qui a été tiré par la défense antiaérienne ukrainienne et qui est tombé par erreur en Pologne ». Donc vraiment, sur le terrain, un pouce de terrain. Maintenant, il y a le sujet très intéressant du cyber. Le cyberespace, qui était quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans, qui est beaucoup monté en puissance. Je voudrais juste rappeler que l'Ukraine a rejoint le centre d'excellence du cyber de l'OTAN. Ça veut dire que l'OTAN, d'une certaine façon, a étendu son espace à ce qui se passe en Ukraine. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup moins palpable pour vous et moi, mais qui est extrêmement sensible. Je crois que vraiment, les Russes font très très attention de ne pas franchir les lignes. Pour renforcer ce qui vient d'être dit à propos des plans de l'OTAN, une petite anecdote personnelle. En 1991, 90-91, quand le mur est tombé, j'étais juste avant à l'état-major à Baden-Baden, qui était l'état-major de 2e corps, et à l'époque, il y avait une mission d'observation soviétique, qui était à Baden-Baden, dont la mission était de nous regarder. Et en fait, dans la panique qui a suivi la chute du mur, ils sont partis en abandonnant leurs archives. Et le général qui commandait à ce moment-là, qui était mon chef, m'avait rappelé, j'avais quitté l'état-major, et m'avait dit « on vient de découvrir leurs archives et on est stupéfait parce qu'ils avaient une fouille panique de ce que l'OTAN était capable de faire contre les forces soviétiques ». Donc vous voyez qu'il y a toujours cette balance et c'est la dissuasion, comme l'a dit mon camarade Chauvency, c'est la dissuasion qui joue. C'est-à-dire qu'il faut être crédible et il faut absolument avoir les forces au top niveau. Et à ce moment-là, on ne tente pas le diable, comme on dit. En parlant du diable, Yegor Gran, je parle à l'homme qui est d'origine russe. L'OTAN a raison de se préparer face à un homme qui est capable de tout? Ah oui, moi je suis très rassuré par cette nouvelle, personnellement. Parce que, comment dire, l'OTAN, ça nous défend tous et il faut être réaliste et serein en même temps. Moi je constate qu'en plus d'un an de guerre, en effet, les Russes ont été incroyablement prudents avec l'OTAN. C'est-à-dire, moi je m'attendais à ce que il y ait des incidents, je ne sais pas, un navire transportant des armes qui soit coulé par un sous-marin, on ne sait pas qui, vous voyez, un câble sous-marin qui pète, vous voyez. Bon, et on n'a rien eu de ça, alors que tout le monde sait, enfin eux, notamment les Russes, qu'il y a des flots d'armes qui arrivent en Ukraine. J'imagine que ça doit être relativement, peut-être pas incroyablement simple, mais quand même de deviner par où transitent tous ces armements. Et donc, à un moment donné, un sabotage, vous voyez, et je n'ai rien vu de ça. Donc, je me dis, quand même, ils ont aussi peur d'une escalade, et ils marchent sur des œufs, et c'est très, très bien.